Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en pratique comment marche donc notre NAS de Synology. Dans cette vidéo, je vais à la fois montrer l'utilisation de base de ce NAS afin que les néophytes puissent s'en servir dès qu'ils vont le brancher, comprendre comment ça marche et activer ses principales fonctions. Et en même temps, je vais aussi de vous montrer, notamment dans l'interface web pour les utilisateurs confirmés, je vais dire, les diverses options que donc peut avoir ce NAS afin de vraiment pouvoir voir tout le potentiel qu'il a. Donc, une fois que vous avez connecté votre NAS et que vous y avez branché votre disque dur, il a eu le temps de se mettre en réseau, etc. Tout simplement pour y accéder, donc si vous êtes sous macOS, je vais vous montrer de suite après sous Windows 7, à chaque fois comme ça je vous montrerai les deux. Donc sous macOS, tout simplement, vous ouvrez un Finder, et ici vous devriez voir dans l'onglet partagé apparaître USB Station 2, qui correspond donc à notre NAS. Oui, donc vous verrez que ce soit sous Mac ou sous Windows, MacBook Word ici, ça correspond à mon NAS à moi, n'y prêtez pas attention. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'USB Station 2, vous cliquez dessus, il va s'y connecter. USB Child 1 correspond tout simplement au périphérique de stockage externe qui est branché sur le premier port USB, donc moi en l'occurrence j'en ai branché qu'un seul. Et bien ici, tout simplement, comme si vous naviguiez dans les différents répertoires du disque dur de votre Mac, et bien vous allez naviguer dans les répertoires qui sont sur le disque dur externe branché au NAS. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de Windows 7, donc je suis ici dans une machine virtuelle. Hop là. Alors, vous allez cliquer sur Démarrer, vous allez dans Ordinateur, et ici dans Ordinateur, vous allez cliquer sur l'onglet Réseau. Et une fois dans l'onglet Réseau, alors il est possible que ça n'apparaisse pas de suite, il va falloir qu'il charge, etc. C'est normal, ça peut arriver. Vous allez cliquer sur USB Station 2, et là, du coup, tout simplement, vous vous retrouvez, comme dans l'Explorer que vous connaissez bien, vous allez naviguer dans les différents répertoires et accéder à vos différents fichiers, tout simplement. Alors, nous repassons sous macOS. Donc maintenant, ça c'est bien joli, mais maintenant vous allez avoir envie de changer le nom de votre NAS parce que USB Station 2 ça me plaît pas. Vous allez avoir envie de le configurer pour pouvoir accéder par exemple à tous vos fichiers à partir de votre Freebox HD qui sera branché sur votre télé pour pouvoir voir vos films ou vos photos, que vos musiques soient directement intégrées à iTunes ou au lecteur Windows Media de Windows, etc. Donc, pour ce faire, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez, donc là c'est plutôt pour les néophytes, je vous le conseille, vous pouvez mettre le disque d'installation, vous lancez l'application, et tout simplement, en fait, cette application va juste rechercher sur votre réseau s'il y a un NAS de connecté ou pas. Là, en l'occurrence, on en a un, donc ça va le trouver. Et ça va vous dire, voilà, j'ai trouvé ce NAS à telle adresse IP. Vous n'aurez qu'à double-cliquer dessus. Et ça vous ouvrira dans votre navigateur Internet l'interface web, comme je vais le faire là directement. Donc en fait, pour tous les autres, il n'y a rien d'intéressant sur ce CD. Vraiment, il n'y a aucune application en plus. C'est juste vraiment une aide en fait pour pouvoir se connecter à l'interface web. Donc pour tous les autres, vous regardez quelle est l'adresse IP qui correspond à votre NAS dans l'interface de votre box internet. Vous la rentrez dans votre navigateur. Et ici, nous accédons donc à l'interface web du NAS. Alors, lors de la première utilisation, j'ai ici réinitialisé le NAS à 0 pour vraiment vous montrer à partir de 0 comment faire. Donc lors de la première utilisation, pour accéder à votre interface web, vous devez rentrer en tant qu'utilisateur admin et ne pas mettre de mot de passe. Voilà. Donc ici, première fois que vous l'ouvrez, il vous ouvre une fenêtre de démarrage rapide. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre un mot de passe. Donc pour ce faire, vous cliquez sur configurer un nom de serveur et le fuseau horaire. Ici, on va configurer le nom. Si vous voulez changer le nom, bien entendu, vous pouvez. Donc, ici, un nom de serveur. Nous, on va le laisser. Je vais vous montrer après donc, comment rajouter un mot de passe. Mais tant qu'on est là, ici, donc là, c'est plutôt pour les utilisateurs plus avertis, vous pouvez configurer l'IP manuellement. Et bien entendu, vous aurez besoin de ça si vous voulez créer, par exemple, un serveur FTP. Vous aurez besoin de mettre une adresse IP manuellement, afin que celle-ci ne soit pas régénérée chaque fois que vous déconnectez ou reconnectez votre box, etc. Petit
Concernant le réseau sans fil, alors, concernant le réseau sans fil, vous aurez pu voir sur la boîte, peut-être, au dos, l'illustration vous montre que vous pouvez vous connecter, enfin le dessin donc laisse entendre que vous pouvez vous connecter à un iPhone ou iPod Touch via Wi-Fi ou 3G. Très bien, sauf que il n'est nullement marqué en dessous que ce NAS embarque un module Wi-Fi. Donc attention à ceux qui ne liraient pas et qui regarderaient seulement les images, il n'y a absolument pas de module Wi-Fi dans ce NAS. Et comme ici on vous le dit gentiment, on vous invite à aller sur le site de Synology pour acheter le module qui va bien pour votre NAS. Voilà, donc ça, je le précise pour ceux qui auraient l'habitude de juste regarder les images sans lire, mais bon, c'est un peu rare, mais bon, on sait jamais, je le dis. Bon, définir l'heure, on s'en fiche un peu, c'est pas très intéressant. Donc, créer un utilisateur et créer des privilèges. Voilà qui est très intéressant. Hop. Alors, comme vous l'avez vu, nous nous sommes connectés avec le compte admin. Il existe aussi un autre utilisateur qui est guest. Bon, il est comme ça, il est là, ok, très bien. Vous pouvez bien entendu créer de nouveaux utilisateurs, en supprimer. Et donc, je vous parlais par exemple tout à l'heure de mettre le mot de passe. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur modifier. Ici, à information utilisateur, tout simplement, vous mettez un mot de passe, ici, et vous faites OK, et ça vous ajoutera un nouveau mot de passe. Voilà. Rien de bien compliqué. Et la prochaine fois que vous vous connectez, bon, le nom, bien entendu, on ne peut pas le changer, ça c'est parce que c'est l'utilisateur admin, ça, bien entendu, on ne peut pas le changer, mais rien ne vous empêche de créer d'autres utilisateurs et de faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous créez un utilisateur, moi je sais pas, pour que tous vos amis puissent se connecter, en imaginant que vous avez créé un serveur FTP par exemple, que tous vos amis veuillent se connecter sur votre serveur et tout. Vous avez créé un utilisateur, un nouvel utilisateur, les potes par exemple, j'en sais rien. Vous avez créé un mot de passe, très bien. Sauf que les potes, super, ok, je leur donne le droit d'accéder à mon NAS, ils vont pouvoir choper les trucs et tout, c'est génial. Sauf que j'ai peut-être pas trop envie qu'ils puissent se faire mettre du bazar en, par exemple, supprimant des fichiers, en mettant les leurs, etc. Donc ici, tout simplement, vous pourrez les mettre en lecture seule au lieu d'en lecture-écriture. Voilà pour la configuration des privilèges. Alors, accéder aux fichiers de votre USB Station 2. Alors, il faut savoir que dans l'interface web, vous avez un navigateur de fichiers. Donc concrètement, je n'en vois absolument pas l'intérêt, puisque ça correspond à utiliser le Finder sous macOS ou l'explorateur de Windows sous Windows 7. Il y a vraiment aucun... Enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt à s'embêter à aller dans l'interface web pour naviguer dans les fichiers de notre disque dur. Enfin, moi en tout cas, je n'en vois pas l'intérêt. Après, par contre, juste quand même, là où je veux féliciter les développeurs, c'est que ils ont créé ici, si vous cliquez sur le bouton action, et bien pouvoir par exemple, qui nous offre la possibilité de créer une archive, d'extraire du coup une archive, de supprimer, bon ça, logique, renommer, etc. Mais je trouve notamment que le coup de pouvoir créer une archive, vraiment là, je trouve que c'est très bien qu'ils aient fait ça, parce que je tiens quand même à préciser que ce soit sous Windows 7 ou macOS, qui donc quand même coûte un certain prix, si on fait clic droit sur plusieurs fichiers, et ben de base, si on n'installe pas le programme au préalable, et ben on n'a absolument pas la possibilité de créer une archive. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'intérêt que vous pourriez avoir à lier dans l'interface web si vous n'avez pas de gestionnaire d'archives ou de système d'exploitation et que vous ne voulez pas en installer un. Bon, de nos jours, ça me paraît un petit peu difficile de ne pas avoir ce genre de programme, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je tenais juste à le signaler et je trouve que là, les développeurs ont vraiment fait un outil bien utile là-dessus. Voilà. Ouais. Je vais aussi vous montrer l'onglet pour les utilisateurs un petit peu plus avertis. Donc, si vous voulez activer le serveur FTP, vous cliquez tout simplement sur FTP ici. Là, ben, tout simplement, vous activez le serveur FTP. Vous avez le choix de modifier le port, mais bon, par défaut, c'est port 21, normal, c'est du FTP. Limite de connexion, ça je trouve ça très intéressant parce que imaginons ben, qu'il y ait 15 personnes qui veuillent se mettre en même temps sur votre NAS, ben, on peut pas dire qu'on ait tous la fibre optique avec des débits d'émission monstrueux, donc plutôt qu'il y ait 15 personnes qui tirent sur votre connexion, que ça rame dans tous les sens, que personne n'arrive à rien, ben, vous limitez la connexion à 2 IP par maximum par exemple, comme ça il y aura seulement 2 personnes à la fois qui seront connectées à votre NAS et qui donc se partageront le débit. Donc ça je trouve ça très sympa. Si vous pourrez ajuster différents paramètres de sécurité, enfin différents paramètres de sécurité. Mettre le FTP en anonyme, tout simplement, ici il n'y en a pas 36 000. Oui, ok.
Oui, alors j'en profite, quitte à parler de serveur FTP, je vais rappeler donc tout ce qui est capable de gérer le NAS, donc là aussi c'est pour les utilisateurs avertis. Donc pour ce qui est des protocoles réseau, il peut gérer le CIFS, excuse-moi, SMB, AFP, FTP bien sûr, WebDAV, Telnet, SSH, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau donc des serveurs, il peut faire serveur DLNA UPnP. Donc si vous avez une télé compatible DLNA, ben, c'est génial parce que vous la branchez tout simplement sur votre réseau et vous aurez accès à vos différents fichiers sur votre NAS une fois que vous aurez activé dans le panneau de configuration l'option qui va bien. Pareil pour l'UPnP, si vous avez par exemple une Freebox qui est connectée une Freebox HD qui est donc branchée sur votre téléviseur, et bien vous pourrez directement visionner vos films ou vos photos, même vos musiques, sur le téléviseur en allant chercher les fichiers sur le disque dur qui sera branché sur votre NAS. Bien entendu FTP Server, ça on vient de le voir, et iTunes Server, je vais y venir. Alors, donc ça je vais le fermer, on n'en a plus besoin. Donc maintenant je vais ouvrir le panneau de configuration. Et donc maintenant, si vous voulez activer donc, les différents serveurs multimédia, il faut que vous activiez la base de données multimédia, afin qu'il se recrée sa librairie tout seul comme un grand. Donc par défaut, elle est activée, très bien, sauf qu'il faut lui sélectionner une source multimédia. Donc ici, en l'occurrence, le disque dur externe que j'ai branché sur le premier port USB. Très bien, ici on fait actualiser la base de données. Donc là, selon le nombre de fichiers que vous allez avoir sur votre disque dur externe, ça va prendre plus ou moins longtemps. Et donc là, mais en gros, ce qu'il va faire, c'est recréer, comme vous avez votre librairie dans iTunes ou le lecteur Windows Media, mais là, il va se recréer sa librairie à lui en se disant voilà, j'ai mes musiques comme ça, j'ai mes films comme ça. Et du coup, après, eh ben, en activant les différents serveurs de données comme l'UPnP ou l'iTunes Server, par exemple, ben, vous aurez accès dans vos différents programmes à toutes ces données. Une fois qu'il a fini d'actualiser la base de données, je répète que donc si vous avez des milliers de fichiers, ça peut prendre extrêmement longtemps. Faut le laisser faire, tant qu'il vous marque en rouge qu'il index, faut le laisser faire. Bon, vous faites OK, très bien, oui, bon, pas de paramètres modifiés, OK, très bien. Dans le panneau de configuration, une fois que vous avez fait ça, vous avez ici serveur multimédia. Donc ici, c'est activé par défaut, très bien. Donc une fois qu'il a mis à jour la base de données, ben là, depuis votre télé, par exemple DLNA, pardon, ou depuis votre Freebox en UPnP, vous aurez accès à vos différents fichiers qui sont sur le disque dur externe, tout simplement. Ah oui, alors ici vous avez quelques paramètres de compatibilité, ici vous pouvez activer des transcodeurs, etc. Bon, voilà, ça c'est pour les utilisateurs un petit peu plus avertis, s'ils ont besoin d'aller fouiner dans les options, elles sont disponibles ici. Donc maintenant, pour iTunes, ce que je voulais vous montrer, il faut donc, bien entendu, qu'on l'active. Ce service n'est pas activé par défaut, donc là, voilà, c'est pour ça que j'avais server name et non USB Station 2, vu qu'il n'était pas activé. Donc non partagé USB Station 2, là je laisse par défaut, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez bien entendu définir un mot de passe, moi je ne vais pas le faire, on va pas se compliquer. Vous pouvez créer des listes de lecture intelligentes. Donc ça c'est quand même pas mal, moi je trouve c'est vraiment bien, pour ceux qui utilisent iTunes au quotidien et bien entendu avec des listes de lecture intelligentes, ben là ici vous créez de nouvelles listes de lecture et vous les aurez dans iTunes. Alors ici je vous invite à faire une réindexation une fois que vous avez activé le service iTunes pour être bien sûr que du coup il est bien activé, les musiques, que iTunes les voit bien, etc. Donc là une fois encore, il faut le laisser faire un petit moment. Bon. Voilà, donc là j'espère que ça va marcher. Je ne veux pas trop laisser faire ce petit bazar. Bon, on va ouvrir iTunes, on va essayer de voir ce que ça donne. Ah ici ce coup-ci on a bien USB Station 2, parfait, on l'ouvre. Ici on peut voir qu'il charge très rapidement du coup parce qu'avec une soixantaine de fichiers. Et ici, j'ai toutes les musiques qui sont sur mon disque dur externe, sur mon NAS. Aucun fichier donc sur mon disque dur local. On ne s'alourdit pas le disque dur de notre machine, tout est en réseau, c'est partagé, tout le monde y a accès. Voilà. Et donc ici, tout simplement, vous pouvez ouvrir une musique, ça s'ouvre instantanément, c'est très bien. Voilà. Donc ici, vous les avez directement dans iTunes et vous pourriez bien entendu les avoir ici, comme je vous le montrais au tout début de cette vidéo, dans l'Explorer, c'est ce que j'ai dans Musique ici. Voilà, nous avons exactement la même chose. Maintenant, donc rapidement, je vous montre le lecteur Windows Media, sous Windows 7. On retourne en machine virtuelle, donc vous ouvrez votre lecteur, et tout comme dans iTunes, ici vous voyez que vous avez USB Station 2, tout simplement.
et bien vous cliquez dessus, et là vous allez dans musique, hop là, toute la musique par exemple, et là on retrouve bien toutes les musiques qu'on a sur notre disque dur externe. Voilà, c'est aussi simple que ça. On retourne sur macOS. Alors, tout ça c'est bien. Donc ça c'est que pour les musiques avec iTunes ou lecteur Windows Media. Maintenant vous aurez peut-être envie, à partir de Front Row sous Mac ou du Media Center sous Windows, d'avoir accès à toutes vos photos, à toutes vos vidéos, tous vos films et bien entendu aussi toutes vos musiques. Donc pour ce faire rapidement sous Front Row, il faut bien penser en fait à changer la source du logiciel en fait, parce que là il est configuré pour être sur votre Mac et du coup il va pas aller chercher les fichiers qui sont sur votre NAS. Donc ici vous allez dans source, là on voit donc qu'il est sur mon MacBook Pro, et ici tout simplement vous sélectionnez USB Station 2 ou le nom que vous lui aurez prédéfini. Vous le laissez charger là une fois encore, selon le nombre de fichiers que vous aurez, ça prendra plus ou moins de temps. Là par exemple nous avons dans musique. Ici, je vais aller à morceaux. Et ici, on retrouve bien tous les morceaux que nous avons de l'autre côté. Voilà, j'en lance un. Nous avons bien ici une musique qui marche. Voilà. Rapidement, pour ce qui est du Media Center de Windows. Alors, vous ouvrez votre Media Center. Là, ici, je vais vous montrer, parce que c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets qu'avec Front Row sous macOS. Je vais vous montrer comment ajouter en fait les différents fichiers à la bibliothèque en fait du Media Center. Donc ici, vous allez dans Tâches, Paramètres, vous allez à Bibliothèque Multimédia. Là, vous sélectionnez en fait quel type de fichier vous voulez ajouter. Moi, je vais prendre les musiques par exemple. Vous faites Suivant. Vous dites que vous voulez ajouter des dossiers à la bibliothèque. Très bien. Ici, vous ne sélectionnez pas sur cet ordinateur, puisque c'est sur notre NAS qui est sur le réseau, donc on prend sur notre ordinateur. Très bien. Là, il recherche tout ce qu'il y a sur le réseau. Et ici, tout simplement, vous sélectionnez USB Station 2, voilà, et vous faites Suivant. Et là, avez-vous terminé vos modifications? Vous dites oui, je vais utiliser tous ces emplacements. Là, il vous dit qu'en gros, il va chercher sur le disque dur local les musiques, mais notamment, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a sélectionné ici, les musiques qui sont sur notre NAS. Et si vous sélectionnez oui, utiliser cet emplacement, vous faites terminer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait, ça prend un certain moment, le temps qu'il cherche, etc. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, il vous suffira d'aller dans les différentes rubriques après, que ce soit film par exemple ou musique, et vous aurez accès. Là par exemple DJ Hero 2, c'est toutes les musiques, en fait j'ai mis toutes les musiques de DJ Hero 2 dans le répertoire musique de mon disque dur externe, et bien ici, trouvez bien les musiques qu'on a sur notre NAS. Parfait. De même pour les films, si je vais dans film, voilà, ici, alors il est mis en double, je sais pas trop pourquoi, je crois que c'est parce que j'avais recherché 2 fois dans la bibliothèque, peu importe. Ici, donc, vous avez donc vos films, moi j'en ai mis que quelques-uns, et il vous suffira de faire entrer, vous avez accès à vos films. Donc une fois encore, rien local, tout est sur le disque dur qui est donc en réseau, et n'importe qui y a accès. Voilà. Donc rapidement là je vais un petit peu montrer quelques options donc, qui existent dans le panneau de configuration en fait, de l'interface web. Là c'est plutôt pour les utilisateurs avertis. Donc je n'ai bien entendu pas le temps de tout vous montrer dans une vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, mais bon rien que là vous pouvez voir que vous avez différents services. D'ailleurs je tiens à dire que moi je trouve vraiment cette interface web super sympa. Je trouve que les développeurs ont vraiment fait du bon boulot parce que c'est vraiment fluide, personnellement je trouve ça beau. C'est bien fichu, c'est fluide, il y a beaucoup d'options. Moi, vraiment, je trouve ça bien. Alors, rapidement, donc activer le service de fichiers Windows. Bon, mais ça, bien entendu, c'est activé par défaut et on en a besoin pour pouvoir voir nos fichiers tout simplement dans l'Explorer de Windows. Vous pouvez bien entendu modifier le nom du groupe de travail si vous voulez l'intégrer dans un groupe de travail et que sous Windows vous avez défini un nom autre que Workgroup. Alors, service de fichiers Mac, ça c'est intéressant, je pense notamment à Fred qui m'avait posé cette question dès que j'ai reçu le NAS. Le NAS est compatible avec Time Machine, donc ça c'est pour les utilisateurs de macOS. Pour ceux qui utilisent Time Machine, vous pouvez configurer donc le Time Machine pour qu'il utilise le disque dur qui est relié sur le NAS.
Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Personnellement, je ne l'ai pas testé parce que j'utilise absolument pas Time Machine et surtout mon disque dur de 500 Go était tout simplement plein et je l'ai formaté pour pouvoir faire le test, hein. Donc Fred pourra me dire merci. Non, mais plus sérieusement, donc c'est compatible Time Machine. Il vous suffit tout simplement de sélectionner sur quel périphérique externe vous voulez activer Time Machine ici. Et bon, mais là, tout simplement, j'en ai qu'un seul, donc il suffit de sélectionner celui-là. Et après, vous lancez Time Machine, et j'imagine qu'il faut configurer Time Machine rapidement. Voilà. Voilà pour ça. Oui, je ne veux pas modifier. Serveur FTP, on l'a déjà vu. Utilisateur, on a vu. Les différents dossiers partagés, nous l'avons vu au début. Privilèges d'application, nous l'avons aussi vu au début. Vous pouvez régler, vous pouvez faire de la prise en charge de DDNS, pardon. Alors moi, je suis pas assez bon en réseau pour pouvoir pour avoir tout testé, mais bon là par exemple si sur un fournisseur de service plutôt que quand vous vous connectez si vous voulez par exemple vous connecter à votre serveur FTP, ben c'est comme moi par exemple je m'en suis créé un, ben vous allez rentrer l'adresse IP qui correspond à votre connexion internet. Bon, peut-être que certains vont avoir fait vont s'être créé un nom de domaine sur des services comme noip.com par exemple. Et bien vous pourrez donc ici activer donc la prise en charge de DDNS pardon, et configurer donc tout ça. Voilà. Donc ça c'est bien aussi que ce soit géré, c'est très bien même. Ensuite, dans les services web, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le WebDAV et la connexion WebDAV HTTPS. Alors là, je suis incapable de dire ce que c'est, je ne connais pas, mais ça y est pour ceux qui connaissent et qui en ont besoin. Le blocage auto. Oui, alors ça aussi, ça c'est super sympa. Nous avons vu tout à l'heure qu'on peut limiter le nombre d'IP connectés à votre serveur FTP, par exemple. Ici, vous pouvez faire en sorte de bloquer une adresse IP si on s'aperçoit que cette adresse IP, ben, en l'espace d'une minute, elle essaie de se connecter 100 fois, par exemple, ce qui aura tendance à légèrement faire ramer votre serveur. Et bien, vous dites, eh ben, cette adresse IP, par exemple, vous l'activez. Une adresse IP, au bout par exemple si elle fait plus de 10 tentatives en l'espace de 1 minute, eh bien, vous la bloquez. Et si vous pouvez définir que vous voulez débloquer l'adresse IP au bout de tant de jours. Vous pouvez aussi rajouter une notification pardon, par email, donc ça c'est chouette, ça permet de savoir un petit peu s'il y a une adresse IP qui veut se connecter, qui n'arrête pas d'insister sur votre serveur FTP par exemple, donc ça peut être super sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je commence à faire à peu près le tour. Terminal, oui, ça c'est pour activer les différents services Telnet et SSH. Voilà, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il le gère, il suffit de les activer ici. Langue, on s'en fiche, temps, on s'en fiche. Les notifications. Oui, voilà, ben là, par exemple, si vous cochez l'option juste avant d'envoyer un email, il faut bien entendu que vous paramétriez à quelle adresse vous voulez l'envoyer, que vous paramétriez les serveurs SMTP d'envoi, etc. Dans réseau, ça je l'ai montré au début, on va pas y revenir. Là vous pouvez voir donc les différents périphériques externes qui sont branchés sur votre NAS, bon concrètement vous ne pourrez jamais en avoir plus que deux. Restaurer paramètres par défaut, faire les mises à jour de l'interface web, alors là vraiment tout petit point négatif de l'interface web. En gros vous cliquez pour faire les mises à jour et concrètement ce qu'il vous dit, ben vous allez sur le site de Synology, et vous vous débrouillez pour trouver les dernières mises à jour, vous les téléchargez, et ici vous faites ouvrir le fichier que vous avez téléchargé et vous installez quoi. Bon, vu tout ce que les développeurs ont créé à côté de super sympa et d'outils complets, je pense que c'était pas compliqué de faire un bouton mettre à jour maintenant quoi, et de manière automatique. Bon, concrètement ceux qui feront les mises à jour s'en sortiront très bien. Bon mais voilà, j'ai à peu près fait le tour. Audio Station, je vous parlais tout à l'heure d'un navigateur de fichiers. Audio Station, en fait, c'est tout simplement comment dire, un lecteur média, en fait, une fois encore intégré à l'interface web. Bon, une fois de plus, personnellement, je vois pas l'intérêt d'avoir ça dans l'interface web, étant donné que vous aurez sous Mac votre iTunes, sous Windows votre lecteur Windows Media ou Winamp, que sais-je. Mais bon, ça y est. Donc vraiment, moi je trouve que cette interface web est vraiment très très complète et ça c'est bien. À côté de mon NAS à moi, on a 4 fois plus de possibilités. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Les développeurs ont vraiment fait un super boulot. Et bien voilà pour l'interface web. J'ai fait à peu près le tour. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement ce qui est le potentiel en fait du NAS en action. Donc là pour une utilisation, j'ai envie de dire plus ou moins quotidienne.
Je vais partir du principe qu'on est, imaginons, dans une maison et qu'il va y avoir 3 ou 4 machines de connectées sur le réseau et qui vont vouloir tirer sur le serveur, qui vont donc lire des données sur le serveur. Excusez-moi, je voulais dire sur le NAS. Donc, je vais lancer une première vidéo. Ici, j'ai pris en fait des vidéos, il y a 2 vidéos 1080p, j'ai pris 2 DVX AVI de qualité ultra standard pour pas dire pourri, et un fichier HD en 720p. Donc ici, je vais en ouvrir un premier sur ce bureau, je vais aller sur 3 bureaux différents afin de faire comme si nous avions 3 machines différentes. Donc ici, je vais couper le son, on s'en fiche. Donc ici, je lance un premier film. Je passe sur mon deuxième bureau. Ici, je vais ouvrir un deuxième film. On va mettre par exemple un film en 720p. On va dire le premier. La famille se dit tiens, allez, ce soir on mange un film, on se regarde L'Âge de glace 3 en 1080p, super, tous ensemble. Sauf que bon, peut-être que par exemple l'étudiant de la maison ne va pas vouloir forcément regarder ça. Et il va monter, lui, se mater Iron Man en 720p sur sa bécane. Oui. J'ouvre en fait VLC à partir d'une nouvelle image parce que sinon il va me l'ouvrir à la place de l'âge de glace. Hop là. Allez, ouvre mon VLC. Ouvrir un fichier. Et j'ouvre ici donc Iron Man. Hop, ça je ferme pour bien qu'on voit. Je coupe le son. Hop, j'avance un peu histoire de faire comme si on était en plein film. Alors rien que là déjà, je vais vous montrer... Alors, si je vous montre... Ah, attends, toi. Si je vous montre donc les 2 films en même temps, on constate qu'il n'y a pas un lag. Donc, je veux dire, là on est en train de lire 2 films en HD. Et je répète donc que je suis en Wi-Fi avec la norme G, donc de 54 mégabits par seconde. Donc là, il n'y a aucun souci, ça tient la route, vous pouvez être à 2 à regarder un film en 1080p et un film en 720p sans aucun problème. Maintenant, ici, je décide de rajouter, on va dire, l'adolescente, elle en a eu marre de l'âge de glace 3, elle a envie de monter et elle est allée voir, je sais pas moi, sa série, j'en sais rien. Mais tiens, le spectacle de Michael Jackson, parce qu'elle adore la musique, elle adore danser. Donc ça, je l'ouvre avec un autre VLC. On coupe le son. On avance un peu, histoire de... Et là, hop, je vous montre donc, 3 personnes peuvent être en train de tirer sur notre NAS, il n'y a aucun souci. Là, la connexion suit, pas de problème de latence, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, donc vraiment, vous pouvez être à 3 à regarder des films sans aucun souci. Je vous parlais de l'USB 2.0 dans la première partie de mon article, et donc notamment que je trouvais que c'était un petit peu le point faible de ce NAS. Donc concrètement, pour ceux qui sont Wi-Fi G comme ça, il ne faut même pas penser aux limites du USB 2.0 parce que vous ne les atteindrez jamais. L'USB 2.0, pour rappel, c'est 480 mégabits par seconde, théorique bien entendu. Le Wi-Fi G donc, c'est 54 mégabits par seconde. Concrètement, on en est loin. Hein. Donc vous aurez de la marge pour ça. Dans une agence web, je pense pas qu'on copie des fichiers aussi gros, mais concrètement, très vite, ça va ramer sévère. Parce que là, vous divisez le temps, le temps par 6. Là, le débit il est divisé par 6 pour chaque action. Donc, et là, vous êtes que 3 personnes. Donc, imaginons que vous soyez plus nombreux. Moi, je pense en toute honnêteté que si vous êtes une entreprise qui a du matériel très décent. C'est-à-dire que donc vous avez un réseau Ethernet qui est de 1000 mégabits par seconde. Bon, il est plus que clair que très vite vous allez être limité par l'USB 2.0. À moins que vous soyez que 2 et maximum 3 et que vraiment vous servez du NAS que pour stocker des fichiers, vous en récupérez, vous en remettez, ça sert de sauvegarde, etc. Mais si vous êtes vraiment un groupe de, je vais dire 5 personnes par exemple,
on va dire, pour reprendre l'exemple d'une agence web, infographiste, développeur, j'ai oublié le nom, bref, personne qui met en place le CSS, le webmaster, plus la chef de projet qui veut voir tout ce qui est en train de se passer, etc. Si vous êtes 5 personnes à travailler, parce que le but c'est donc de travailler sur ce disque dur local, que chacun n'ait pas tous les fichiers en double chez lui dans son disque dur de sa machine. Bon, ben là très vite, vous allez atteindre la limite de l'USB 2.0 et ça serait dommage, vous avez un super réseau et vous allez avoir de l'USB 2.0 alors que l'USB 3 se popularise depuis le début de l'année dernière. Donc concrètement, moi je pense que pour toutes les personnes, je pense que ce NAS, bon déjà, moi je le trouve vraiment très bien dans le sens où il est complet. L'interface web je la trouve très jolie, très bien faite et il y a vraiment beaucoup d'options. C'est un NAS qui fait pas un bruit étant donné qu'il n'a pas de disque dur. Pour une utilisation personnelle à la maison, comme je vous l'ai montré juste avant, que vous soyez juste en Wi-Fi G, même pas en Wi-Fi N, juste en Wi-Fi G, vous pourrez lancer jusqu'à 3 vidéos HD, ça tiendra la route, il n'y a aucun souci. Si carrément vous êtes en Wi-Fi N parce que vous avez du matériel plus récent, vous pourrez en rajouter encore, mais je pense pas qu'à la maison on soit plus de 3 en même temps à vouloir à demander des actions aussi grosses sur le NAS. Donc je pense que pour toutes les personnes en fait qui veulent s'en servir à la maison, ou qui n'ont pas du matériel dernière génération. Je pense que ce NAS est très très bien. Et bien entendu, si vous avez déjà un disque dur externe à brancher dessus, etc. Moi, je trouve que ce NAS est un très bon produit. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment efficace. Je m'en sers donc depuis maintenant plusieurs semaines. Et je l'ai trouvé vraiment efficace parce que du coup, j'avais besoin de quelque chose qui était sur mon disque dur externe que je venais de récupérer, par exemple, chez un pote. Et bien hop, je branche, j'accède, je fais mon truc, je remodifie. Quelqu'un arrive avec une clé USB, il la branche, hop, en 2 secondes on fait. On branche notre imprimante dessus, toutes les machines de la maison vont pouvoir imprimer sur cette imprimante directement via le réseau. Enfin, voilà. Moi je le trouve vraiment très bien ce NAS. Voilà. Après, pour surtout, donc notamment les entreprises et pour les quelques particuliers, là je pense notamment aux quelques guides qui auraient du matériel vraiment décent, comme par exemple la dernière Freebox Révolution, il est plus que clair que l'USB 2.0 va vite devenir peut-être pas un handicap, je pense, dans le cadre d'une entreprise, mais même chez le particulier, je pense que ça va devenir très vite ça va imposer une grosse limite. Parce que si on a par exemple la dernière Freebox, avec donc avec par exemple on veut se brancher sur le réseau Ethernet en 1 gigabit et qu'on veut vite fait copier les données sur le disque dur parce qu'un pote il vient de passer, on s'est tous un jour fait passer les jeux pour faire des LAN. Bon, on sait à quel point ça prend énormément de temps de copier code 4 pour que tout le monde puisse jouer. Au final, on commence à jouer au bout d'1 heure. Bon, donc je pense que dans ce cas, ce serait dommage. Voilà, c'est vraiment le point faible de ce NAS, l'USB 2.0. Voilà. Bon, je vais arrêter toutes mes copies là. Hop là. Et bon, mais je pense que j'ai bien fait le tour du NAS. Bien entendu, si vous avez envie d'avoir d'autres précisions, si vous avez des questions, je vous invite à laisser un commentaire à la suite de cet article. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra vraiment de vous faire une vraie idée sur ce NAS, de vous dire, ah ben oui, très bien pour la maison, c'est ce que je veux, ou à l'inverse, vous dire, ah ben non, pour l'entreprise, l'USB 2 va peut-être me limiter. Voilà, bon, j'espère qu'il vous aura permis de vous faire une idée, que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test sur la Fredzone. Ciao!